versus Math, animation versus math, React, explication partie 2. Alors, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la partie 1, sinon vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc là, je continue les explications détaillées. La partie 1, je vous avais laissé un petit peu en plan, d'une certaine manière. Donc voilà sur quoi on s'était arrêté, et on va reprendre ça proprement. Donc, ici, on va mettre une nouvelle page de GeoGebra, voilà, et on va regarder ensemble les choses que l'on a déjà vues. Donc dans la partie 1, on avait revu comment calculer. Donc si on va placer un centre du repère, on va placer le point A des coordonnées 1, 0, et on va tracer le cercle de centre haut et qui passe par A. Donc dans la partie 1, on avait vu comment calculer les sinus et cosinus de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3, et pi sur 2 et 0 sont donnés d'office par les relations trigonométriques. Donc on va placer tout ça sur le cercle trigonométrique, donc le cercle de centre haut et de rayon 1. Donc c'est parti. Donc pour ça, on va tracer la droite d'équation y égale 1 demi qui correspond au sinus de pi sur 6. Donc en faisant de cette manière-là, on va obtenir ici ce point-là qui aura pour coordonnées cosinus pi sur 6, sinus pi sur 6. Donc ici on peut tracer le segment OA, ici on peut tracer le segment OB, et je vous rappelle que pi sur 6 radians, ça fait 30 degrés. Donc si on demande à GeoGebra de calculer la mesure de cet angle, il va nous afficher exactement 30 degrés comme attendu. Donc voilà pour ce premier point, on va enlever le label ici comme ceci, également ici. Ensuite, on veut placer pi sur 3. Pourquoi je fais pas pi sur 4 maintenant? Vous allez le voir dans un instant. Si je veux placer pi sur 3, cette fois c'est son cosinus qui vaut 1 demi, donc je vais tracer la droite verticale, x égale 1 demi. Donc à ce moment-là, je vais avoir un point, et ce point-là va correspondre à l'angle pi sur 3, c'est-à-dire donc 60 degrés. Je vais l'appeler volontairement D, parce qu'en fait le point C, ça va être pi sur 4, comme ça je les aurai dans l'ordre alphabétique. Mais pour la construction, c'est plus pratique de construire dans cet ordre-là, parce que 1 demi c'est facile à faire à partir du moment où on a pris une mesure, on sait calculer sa moitié, on peut même la dessiner avec un compas en traçant la médiatrice par exemple. Voilà, et donc là pareil, on va demander à GeoGebra de faire l'angle, il va nous indiquer naturellement que l'angle il fait bien 60 degrés, voilà, vous avez vu, donc je vais l'enlever par contre, parce que les angles c'est pas la peine de les garder, parce que sinon ils vont tous se chevaucher. D'ailleurs je vais enlever celui-là également. Voilà. Donc maintenant, l'intersection entre ces deux droites, on a une droite verticale x égale 1 demi et une droite horizontale y égale 1 demi. Donc le point d'intersection, par définition, il a pour coordonnées 1 demi, 1 demi. Et il va nous permettre de tracer la demi-droite. On va mettre la demi-droite ici. Ou non, on va mettre la droite quand même. On va mettre la droite quand même. Parce que vous allez voir après, ce sera utile d'avoir la droite. Donc, on va faire cette droite-là, on connaît même son équation, parce que c'est x égale y, ou plutôt y égale x en général, on exprime y en fonction de x. Et maintenant, le point d'intersection entre cette droite et le cercle, ça nous donne précisément l'angle pi sur 4. Donc ici, il avait renommé celui-là C, en fait celui-là c'était un point intermédiaire, on va l'enlever, on n'en a pas spécialement besoin. Et par contre, on va le renommer avant de l'enlever, hop, pour être sûr que... Quoique non, on va pas le renommer, on va juste l'enlever, et GeoGebra automatiquement, puisqu'il s'appelle C, et que là je vais l'appeler C, il va l'appeler C1 ou je sais pas quoi, et comme ce sera un objet caché, ça n'interférera pas avec le nom des objets. Voilà, donc ça c'est pas la partie la plus importante, mais c'est quand même plus agréable d'avoir les choses ordonnées, donc là on a bien A, B, C et D. Et donc si on demande à GeoGebra de faire la mesure de cet angle-là, il va nous dire que ça fait bien 45 degrés, ce qui correspond à pi sur 4. Ok, donc on va l'enlever, et voilà. Donc maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les deux axes, l'axe horizontal et l'axe vertical, donc c'est typiquement abscisse ordonnée, pour pouvoir faire des symétries, et comme ça vous allez voir qu'on va tout récupérer. Donc l'axe horizontal c'est y égale 0, l'axe vertical c'est x égale 0. On va les mettre en rouge pour qu'on puisse bien les distinguer des autres axes qui ont déjà été dessinés.
Voilà, de cette manière-là, on voit bien les deux axes de notre repère orthonormal. Eh bien, et je vais placer le dernier point, hein, le point qui va être l'image par la rotation d'angle pi sur 2. Voilà, image du point A par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2 dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens direct. Voilà, on a le point A'. Bon, donc on a ce qu'on appelle le premier cadran. D'accord? Alors évidemment, il y a une infinité de valeurs hein, entre 0 et pi sur 2, donc on ne peut pas tous les calculer. Ça, ce sont ce qu'on appelle les valeurs remarquables, c'est à connaître. Bon, vous avez vu que pour les retrouver, simplement, il suffit d'étudier le triangle équilatéral et le carré. Bon, et bien, à partir de là, on a déjà, par exemple, la droite verticale x égale 1,5 nous invite très fortement à aller chercher ce point-là d'intersection qui va correspondre à quoi? Qui va correspondre à l'angle équivalent à celui du haut, donc c'est-à-dire l'équivalent à pi sur 3 mais dans le sens indirect, donc moins pi sur 3. Alors on va placer ce point-là, ici, et de facto, en fait, ce qui se passe, c'est que quelle est l'opération qui nous a permis d'obtenir ce point-là? En fait, c'est l'opération de symétrie par rapport à l'axe horizontal. Donc la symétrie horizontale, et donc si on fait cette symétrie-là, donc là on va lui demander de faire donc, une réflexion par rapport à une ligne, on va dire la réflexion de ce point-là par rapport à cet axe-là, paf, on va obtenir comme ça moins pi sur 4, où cette réflexion-là, elle conserve le cosinus et elle oppose le sinus. On obtient l'opposé du sinus, c'est-à-dire ça fait moins sinus, tout simplement. Donc ça veut dire que c'est pas des nouvelles choses à calculer, puisqu'il y a juste une seule chose à faire, c'est rajouter un signe moins devant le sinus. Donc c'est cadeau, ce ne sont pas des valeurs à retenir particulièrement, il faut juste faire un petit dessin et comprendre que ça s'obtient simplement par symétrie. Et c'est ça l'intérêt de maîtriser ces relations-là, comme ça permet de simplement retenir que les premières valeurs du premier cadran, sachant que le premier cadran, pour pi sur 3 et pi sur 6, ils sont complémentaires, donc il suffit d'en connaître un des deux et on obtient l'autre, et pi sur 4, les deux ont la même valeur, donc finalement c'est très très simple de connaître les valeurs du cercle trigonométrique. Et maintenant qu'on a dupliqué le cadran supérieur droit en le cadran inférieur droit, eh bien, on peut appliquer cette fois une autre symétrie, la symétrie cette fois d'axe vertical, la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées qui nous invitait déjà le sinus de pi sur 6, donc c'est-à-dire y égale à 1,5. Y égale à 1,5 nous invitait déjà à remarquer ce point-là. Alors c'est un tout petit peu plus subtil de comment est-ce qu'on fait pour déterminer celui-là, donc celui-là je vais faire un petit dessin et on va le faire à la main. Voilà, on va le faire ici. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on a obtenu celui-là? Alors remarquez, si on parle de symétrie, c'est très facile en fait, hein, je suis en train de me dire, je vous complique la vie pour rien. Si on parle de symétrie, simplement, ce qui va changer, c'est que le sinus, ça sera le même, donc ça ne changera pas, c'est le cosinus qui sera opposé cette fois, tout simplement. Donc on peut le faire comme ça. Non, parce que j'allais vous dire qu'on peut remarquer que, par exemple, pour passer de pi sur 6 à celui-là, on peut dire qu'on a fait un tour complet auquel on a retranché pi sur 6. Donc du coup, quand je dis un tour complet, c'est je veux dire un demi-tour complet, auquel on a retranché pi sur 6, ça ferait pi moins pi sur 6, pi moins pi sur 6, ça fait 6 pi sur 6 moins pi sur 6, 5 pi sur 6. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple de faire ce que j'ai dit en premier, à savoir de visualiser la symétrie verticale, la symétrie axiale d'axe vertical des ordonnées. Voilà. Et donc si on fait ça, ben, on les obtient tous de façon assez rapide. Donc ça, c'était le symétrique de celui-là. On a le symétrique de celui-ci. Voilà. On va avoir le symétrique de celui-là. Et ainsi de suite. Voilà. Et après, on peut faire pareil pour en bas, et du coup, bah, c'est terminé, en fait. Donc on peut plier ça en deux temps, et évidemment, on aurait pu procéder dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer par la symétrie verticale, et ensuite faire la symétrie axiale, ça revient au même, parce que, en fait, on part du premier cadran, le cadran supérieur droit, il suffit de faire une symétrie horizontale ou verticale, et ça nous donne un deuxième cadran, ce qui nous fait un demi-disque, soit le demi-cercle droit, comme on a fait ici, soit si on avait fait la symétrie verticale d'abord, le demi-cercle supérieur, et après on aurait fait l'autre symétrie, ça nous aurait donné le demi-cercle inférieur, et donc le cercle complet. Donc voilà comment est-ce qu'on obtient toutes les valeurs du cercle trigonométrique. Revenons à l'animation.
Et donc, pourquoi est-ce qu'on a les motifs qui se répètent? Parce que, ben, une fois qu'on a fait le tour complet, donc 2π, eh ben, ça recommence en fait. Donc si je fais 2π plus π sur 6, 2π plus π sur 6, hein, faisons le petit calcul, si je fais 2π plus π sur 6, qu'est-ce que ça fait? 2π plus π sur 6, ça nous fait 12π sur 6 plus π sur 6, c'est-à-dire 13π sur 6. Mais 13π sur 6, hein, quand on vient de le voir, parce que là je l'ai posé exactement comme ça revient à dire, je fais un tour complet, donc je suis revenu ici, et maintenant je fais π sur 6. Donc évidemment, si j'ai un fil physique, la bobine de mon fil, ben, je parcours un cercle en entier, et après je fais encore π sur 6, donc j'ai utilisé plus de fils, ou plus de cordes, ou plus de câbles, peu importe, si je suis en physique. Par contre, si ce qui m'intéresse c'est uniquement le point d'arrivée, ben, le point d'arrivée c'est le même. Donc si ce qui m'intéresse c'est seulement le point d'arrivée, le fait que j'ai fait un tour complet préalablement, ben en fait, on s'en fout. Et donc mathématiquement, on dira que c'est équivalent modulo de π. C'est-à-dire au nombre de tours près. Π sur 6 et 13π sur 6 ont la même valeur modulo de π, c'est-à-dire au nombre de tours près. Si on ne s'intéresse pas au nombre de tours que l'on effectue, si on s'intéresse uniquement à la destination finale, π sur 6 et 13π sur 6 sont équivalents. Et c'est valable en fait pour tous les autres, donc on dira que les fonctions sinus et cosinus ont une période de 2π parce que tous les 2π, c'est-à-dire tous les tours complets, ben on est revenu au point de départ. Voilà pourquoi est-ce que on voit cette, cette courbe. Alors là, cette fois, il l'a fait par rapport à cosinus, mais ça revient au même. D'accord? Attention parce qu'il y a un décalage de phase, hein. Vous avez bien vu que les sinus et les cosinus n'ont pas la même valeur. Mais par contre, elles parcourent les mêmes valeurs, pas au même moment. D'accord? Puisqu'on a vu qu'elles fonctionnaient de façon complémentaire avec la partie précédente. Voilà, donc là, il envoie les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il a mis il a fait défiler les sinus sur l'axe horizontal et les cosinus sur l'axe vertical. Ensuite, il les a mis par rotation, hein, parce qu'il a rajouté un i, donc rappelez-vous, le i c'est de faire une rotation de π sur 2, et donc en faisant ça, ça lui permet de rabattre la courbe du sinus au même endroit que la courbe du cosinus, et c'est là qu'on voit ce qu'on appelle un décalage de phase, c'est-à-dire que ce sont les mêmes courbes mais avec un décalage. Donc oui, pour les gens qui se posent la question de qu'est-ce que ça représente, c'est comme si vous aviez une roue et qu'en fait, ben, vous mettiez un marqueur et le marqueur sur un point de la roue, et au fur et à mesure que vous faites tourner la roue, et ben, vous obtiendrez ces sinusoïdes. Alors, là, on touche à quelque chose d'assez complexe. Là, il y a un saut conceptuel relativement conséquent qui s'est produit. Donc on va essayer de tirer ça au clair. Alors, lorsque on définit la fonction exponentielle en classe de première, on la définit comme étant la fonction qui vérifie l'équation différentielle f' égale f avec comme condition initiale f de 0 égale 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut savoir ce que c'est que le concept de dérivée. Alors, le concept de dérivée, c'est assez délicat de présenter ça rapidement. Néanmoins, je vais vous proposer quelques petits exemples. Prenons la fonction carré. La fonction carré, c'est la fonction que l'on obtient si on s'intéresse à l'aire d'un carré de longueur x, de côté x. Donc si on a un carré de côté x, on a cette courbe-là, y égale x carré. Donc ça, c'est par exemple, vous avez votre carré, il a pour longueur 1, le côté, donc du coup son aire c'est 1, parce que en carré ça fait 1, 2, son aire c'est 4, 3, son aire c'est 9, et ainsi de suite. Donc ça c'est la problématique physique concrète qui nous a amené à postuler l'état de cette fonction. Mais après, d'un point de vue mathématique plus abstrait, on se dit, ben, au final, c'est une fonction, est-ce que
on a un problème pour calculer le carré d'un nombre négatif. Ben non, on n'a pas de problème, on peut tout à fait calculer moins 1 fois moins 1, ben ça fait 1, moins 2 fois moins 2, ça fait 4, et moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Donc en fait, on peut tout à fait construire ça, et donc du coup on obtient une courbe qui est comme ceci, ce qu'on appelle une parabole. Une parabole, c'est une courbe de cette manière-là. C'est pas la seule, mais c'est celle qu'on appelle de référence. Bon. Eh bien, donc cette parabole-là, déjà on peut remarquer qu'elle est symétrique par rapport à l'axe vertical, donc en fait c'est pour ça qu'au final on pourrait l'étudier que de cette manière-là, et on en déduirait de l'autre morceau. Donc ce que je vais vous raconter par rapport à la dérivation ici, en fait c'était pas nécessaire parce que cette parabole elle est connue depuis les anciens Grecs, alors que la dérivation c'est quelque chose de relativement moderne, dans le sens où c'est arrivé au XVIIe siècle. C'est Newton et Leibniz qui ont pensé à ça. Donc d'un point de vue de la physique, parce que c'est d'abord un problème physique qu'ils ont résolu, et après on s'aperçoit qu'en fait ça a des conséquences et qu'on peut le retrouver en économie, en sociologie, en démographie, etc. etc. Donc l'idée c'est la suivante, c'est de dire, on veut savoir, on va prendre le modèle physique, puisque c'est le modèle historique et c'est le modèle que vous pouvez comprendre assez facilement. Si je connais la position à un temps t0, voilà, je suis là, et à un temps t1, je suis là, et bien la variation de cette position au cours du temps, donc en fonction du temps. Donc qu'est-ce que c'est qu'une variation d'une position en fonction du temps? En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait que je représente ici le temps, d'accord? Et ici la position. Donc ça, ce serait les m, ça, ce serait les t. Donc j'aurai mon t0, et ici j'ai mon t1. Donc la variation de la position en fonction du temps, ça s'appelle la vitesse. Donc mettons que j'ai une position qui est là, et que ensuite j'ai une position qui est là. Ben là, du coup, on voit facilement que ben, je suis monté, puisqu'il y a un sens de lecture. Hein, le temps, il s'écoule que dans une seule direction. Donc comment est-ce qu'on fait pour mesurer cette variation de la distance en fonction ou par rapport au temps? Ben, par rapport, ça veut dire qu'on va faire la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Donc les physiciens ils noteront ça delta m sur un delta t. Ça veut simplement dire qu'on fait la soustraction, le point d'arrivée moins le point de départ, divisé par le temps d'arrivée moins le temps de départ. Donc c'est comme ça que vous calculez la vitesse. Bon, mais sauf que ça c'est une vitesse moyenne en fait. Ce qu'on voudrait, c'est la vitesse instantanée, et c'est là qu'intervient la notion de dérivée. C'est-à-dire que ici, je peux regarder par exemple ce qui se passe entre là et entre par exemple ce point-là. Ben, je peux schématiser comme ça, et j'aurai cette même, ce même taux de variation où j'aurai delta, donc ça je vais l'appeler y, sur delta x, et donc j'aurai y1 moins y0 sur x1 moins x0. Ok? Mais ça, ce serait ma vitesse moyenne. Donc en fait, ici, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est que se passe-t-il lorsque en fait on va se rapprocher pour rester simplement en ce point. Ben, en fait, le truc, c'est que ça, ce qui rejoint ces deux points-là, on appelle ça une séquente. Ben, si on fait tendre l'un vers l'autre, eh ben, on va se ramener qu'ils vont se ramener à ce point-là, et on va en fait obtenir la tangente. On va obtenir la tangente. C'est ça le truc qui va se passer. Et donc cette limite-là, donc on écrit ça mathématiquement formellement, donc si ça on l'appelle f de x, on aura la limite de f de, on va placer ce point-là, on va l'appeler a, tout simplement. Donc la limite de f de a plus h, où h va être l'écart par rapport à a, moins f de a, sur h lorsque h va tendre vers 0, donc c'est-à-dire lorsque on va se rapprocher du point A. Si cette limite elle existe, on appellera ça le nombre dérivé. Donc appliquons ça à notre fonction carré. Donc on va calculer a plus h au carré, d'accord? Parce que c'est ça, f de a plus h. Ok? Et donc si on fait f de a plus h moins f de a, ça nous fait a plus h au carré, oula, f de a plus h. Donc c'est a plus h au carré moins a au carré. Donc ça nous fait concrètement, identité remarquable,
a au carré plus 2ah plus h carré moins a carré. Donc les a carré s'en vont, il nous reste ce truc-là. On peut remarquer qu'on a h en facteur, et donc on le met en facteur, ça nous fait 2a, et j'ai mis le h en facteur, donc il n'y a plus de h ici, plus h. Très bien, et on a dit que nous, ce qu'on veut, c'est le taux d'accroissement, donc on appelle ça comme ça, t de h, c'est f de a plus h, moins f de a, divisé par h. Mais comme j'ai mis en évidence exprès le fait que le h soit en facteur, si je divise par h, il va me rester que cette partie-là. Voilà. Et donc maintenant que j'ai fait ce travail-là, je peux dire que la limite qui m'intéresse, c'est la limite de cette fonction th, que j'appelais le taux d'accroissement ou taux de variation. Donc la limite de ce th, lorsque h tend vers 0, ben ça va être facile, ça va être la limite de 2a plus h, 2a plus h, lorsque h tend vers 0. Et lorsque h tend vers 0, eh ben ça va faire exactement 2a. Comme ceci n'a pas de contrainte par rapport à A peut prendre n'importe quelle valeur, hein, parce que 2 fois A, bah, ça marche avec n'importe quel nombre en fait. Donc on peut dire qu'on a défini la fonction dérivée comme étant 2x. Voilà. Et c'est comme ça que l'on calcule toutes les formules de fonctions dérivées. Ok, très bien. Donc ça, c'est la notion de dérivation. Donc si vous voulez la dérivation, c'est la variation de la position par rapport au temps, c'est la vitesse. Maintenant, pour aller à un niveau supérieur, la variation de la vitesse par rapport au temps, c'est ce qu'on appelle l'accélération. L'accélération, c'est de savoir est-ce que la vitesse augmente ou est-ce qu'elle diminue. D'accord? La vitesse, ça permet de savoir est-ce que la position augmente si on avance ou est-ce que la position recule. La variation de la vitesse, ça nous donne l'accélération et ainsi de suite. Et donc ça, c'était le problème physique initial, mais après, on peut s'intéresser à quelle est la variation de la population. C'est la démographie. Est-ce que la population augmente? Est-ce que la population diminue? Est-ce que la variation de la population, par exemple l'augmentation de la population, est-ce que cette augmentation, elle augmente ou est-ce qu'elle diminue, par exemple? Vous allez retrouver ça, évidemment, en économie, par exemple. La variabilité du prix d'une action, du cours de bourse, ce genre de choses. Donc vous pouvez retrouver comme ça plein de phénomènes réels où il va y avoir cette question de la variation. D'accord? Donc à chaque fois qu'on va vouloir étudier les variations d'une fonction donnée, c'est là que la fonction dérivée, la notion de dérivation, va intervenir. Ok? Très bien. Donc, ça c'est un premier point. Deuxième point que l'on veut voir ici, c'est qu'on a dit, on a défini une fonction qui vérifie le fait d'être égal à sa propre dérivée. C'est comme ça qu'on a défini cette fonction exponentielle. Très bien. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, déjà, je ne sais pas pourquoi il n'est pas à 100%, on va se mettre à 100%, ce sera mieux. Voilà. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est, dans un premier temps, de parler de la notion de suite géométrique. Les suites géométriques, on voit ça en première, et on va voir ça à partir de quelque chose d'assez simple. On va dire que on a une valeur initiale, et on va faire une augmentation de 10%. Donc on veut faire plus 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de faire plus 10%? Ben, si on a une valeur initiale qui vaut 100, c'est facile, plus 10%, ça fait 110. D'accord, mais si la valeur initiale, elle fait 123, combien ça fait sa valeur après plus 10%? Là, c'est un petit peu plus délicat, on ne peut pas le faire de tête comme ça. Donc dans ce cas-là, on est obligé de réfléchir, de dire qu'est-ce que ça veut dire 10%? 10% de quoi? 10% de 123. Donc ça veut dire qu'on a 123, la totalité de ce qu'on avait, plus 10%. 10% comme son nom l'indique, ça veut dire 10 divisé par 100. Et 10 divisé par 100 de quoi? De 123. Et là, avant de faire le calcul, on s'aperçoit que 123, on le voit, il est écrit deux fois. Et les mathématiciens sont des flemmards. On se dit, pourquoi est-ce qu'on l'écrit deux fois en fait? On peut l'écrire une seule fois, et le mettre en facteur. Et là, on se retrouve avec 1 plus 10 sur 100. Mais là, ce que je viens de faire là, ça dépend ni de 123, ni de 10%. En fait, ce serait valable quel que soit le taux. Et donc, si j'ai une valeur initiale et que j'ai un taux de t%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais avoir ma valeur finale qui sera égale à ma valeur initiale, V0, facteur de 1 plus t sur 100. C'est tout le temps comme ça.
Et on peut même aller encore plus loin, et ce truc-là, on peut lui donner un nom, on peut l'appeler Q. Q qui sera le coefficient multiplicateur. Et donc, on dira que on a notre valeur. Alors je dis valeur finale, en fait c'est la nouvelle valeur, je vais plutôt l'appeler la valeur V1, parce qu'on pourrait après continuer ce processus. Donc V1 c'est égal à Q fois V0. Et donc si on a une suite qui se définit de cette manière-là, c'est-à-dire que je passe d'un terme au terme suivant en multipliant par une quantité fixe qui est tout le temps la même, c'est ce qu'on va appeler une suite géométrique. Et en fait, vous en connaissez une très bien, hein, c'est puissance n, hein, x puissance n. Si je pose Vn égale x puissance n, bah, Vn plus 1, c'est tout simplement, par définition, x fois Vn, ce qui nous fait x puissance n plus 1. Et là, on va introduire le symbole sigma. Le symbole sigma, sigma c'est une lettre grecque, ça c'est la lettre grecque sigma en majuscule, ça c'est sigma en minuscule, d'accord? Et lorsque on fait ça en mathématiques ou en sciences en général, on va par exemple nommer, alors d'ailleurs, de k égale 0 jusqu'à n de x puissance k. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend k égale 0. On écrit x puissance donc 0. Ensuite, ce sigma, c'est un S comme somme. Somme, c'est l'addition, donc on va ajouter. Ensuite, ici, on passe à x puissance k vaut 1. Puis ensuite, on passe à x puissance k vaut 2. Et ainsi de suite, jusqu'à x puissance k vaut n. Donc prenons par exemple x égale 2 et n égale 3. Donc, si on écrit ça, ça nous fait 2 à la puissance k, de k égale 0 jusqu'à 3. Donc ça va faire 2 puissance 0 plus 2 puissance 1. Pardon, j'ai mis égal, mais c'est plus, évidemment. Voilà. Plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 3. Ok? Donc si on compte ça, ça fait 1, plus 2, plus 4, plus 8. Alors évidemment, on peut compter encore, ça fait 1 plus 2, 3, 3 plus 4, 7, 7 et 8, ça fait 15. Mais on se dit bien que si on prenait n égale 10 ou même égale 100, pourquoi pas, là ça commence à devenir assez compliqué de faire ça à la main. Alors on pourrait tout à fait faire un programme, faire une boucle for, parce que c'est une répétition d'instructions, etc. Mais il y a une façon plus maligne de faire ça. Donc, on va donner un nom, Sn, pour cette somme-là. D'ailleurs, je vais l'écrire ici, Sn. D'accord? Sn, c'est cette somme-là. Ok? De x puissance k, parce que x puissance 0, ça fait 1, x puissance 1, ça fait x, et après x carré, blablabla, jusqu'à x puissance n. Très bien. Ben, si on multiplie tout par x, ça revient à faire ici la somme de x puissance k plus 1, de k égale 0 jusqu'à n. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire k, il est compris entre 0 et n, donc du coup k plus 1, il va être compris entre quoi et quoi? Bah oui, il va être compris entre 1 et n plus 1. Donc c'est-à-dire que c'est comme si on prenait tous ceux qui sont à partir de là, donc ici on va avoir x, ici on va avoir x carré, etc., etc. Ici on va avoir x puissance n, mais sauf qu'on va en avoir un en plus, puisqu'on va aller jusqu'à x puissance n plus 1. Donc on en a un en moins, parce qu'on n'a pas le premier, celui-là, il n'y a pas, et on en a un en plus. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ben parce qu'on a plein de nombres en commun, et donc du coup on peut faire une soustraction pour éliminer tous ceux qu'on a en commun, et il va nous rester que ceux qui ne sont pas en commun, justement. Il n'y en aura que deux. Donc d'un côté on a Sn moins x Sn, et là, les survivants, ça va être simplement 1 et x puissance n plus 1. Là, du coup, à gauche, on peut factoriser par Sn. Donc du coup, on va avoir Sn facteur de 1 moins x. Et ici, on va avoir 1 moins x puissance n plus 1. Alors là, on va poser une certaine condition, parce qu'on va vouloir se débarrasser de ce terme-là. Pour se débarrasser de ce terme-là, on va vouloir diviser, parce que là, on a une multiplication. Et donc pour diviser par ce truc-là, il faut s'assurer que ça ne vaut pas 0, parce qu'on a vu dans la première partie que diviser par 0, ben, c'est pas possible en fait, on ne peut pas faire de division par 0. Donc pour ça soit différent de 0, il faut absolument que x soit différent de 1. Donc si x est différent de 1, alors on peut dire que Sn, c'est simplement 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Et ça, c'est ultra puissant, parce que ça nous donne une formule. Ça nous donne une formule qui permet donc de calculer
On peut, comme d'ailleurs il y a des moins en haut et en bas, si on multiplie en haut et en bas par -1, on peut aussi la réécrire comme ça. C'est exactement la même chose. Là, ce qu'on vient de voir, c'est que la somme des x puissance k, de k égale 0 jusqu'à n, sous réserve que x soit différent de 1, d'accord? Ça c'est important. Sous réserve que x soit différent de 1, alors on peut l'écrire x puissance n plus 1 moins 1 sur x moins 1, ou alors dans l'autre sens si vous préférez. Ça c'est à vous de voir, ça dépend des situations, des fois c'est mieux de l'écrire dans un sens, des fois c'est mieux dans l'autre, de toute façon, les deux façons sont égales. Alors là vous me dites, oui mais il est où le rapport avec le schmilblick? On va y venir, on va y venir. Maintenant ce qui va nous intéresser, parce que si vous regardez l'animation, vous avez ce sigma. Alors là, il a été tourné, bon ça c'est juste pour pouvoir faire une sorte de canon, mais en fait le sigma il est bien dans le sens dans lequel je l'écris, d'ailleurs je crois qu'au début il est bien... Attendez, on va le remettre. Il me semble qu'au début il est bien dans le bon sens. Voilà, vous voyez, il est bien dans le bon sens, d'accord? Et vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce que je suis en train de vous raconter, hein, parce que vous voyez, alors moi j'ai mis de k égale 0 jusqu'à n, là on est de n égale 0 jusqu'à l'infini. Donc il va falloir que je vous explique comment est-ce qu'on fait pour passer à l'infini, d'accord? Mais si vous regardez la structure, c'est très très proche de ce que je suis en train de vous montrer là. Bon, eh bien ici, si on prend la condition que la valeur absolue de x, donc en gros la valeur absolue c'est tout simplement, si x ça vaut 3, la valeur absolue de x, c'est tout simplement x. Si x il vaut moins 3, la valeur absolue de x, bah, c'est 3. Donc la valeur absolue, on peut le dire simplement, c'est le nombre sans le signe, ou alors c'est x si c'est positif et moins x si c'est négatif. Donc si cette valeur absolue est inférieure à 1, alors x puissance n va tendre vers 0 lorsque n va tendre vers l'infini. Et donc a fortiori, x puissance n plus 1. En fait c'est facile, prenez mentalement x égale 0,1, c'est-à-dire 1 dixième, par exemple. Bah, si vous faites ça au carré, 0,1 au carré, ça fait 1 sur 10 au carré, c'est-à-dire 1 sur 100. D'accord? Et 1 sur 100, ça fait 0,01. Donc au fur et à mesure que en fait, vous allez augmenter la puissance, bah, ce qui est au dénominateur va augmenter, et 1 il va être écrasé, et ça va se ramener vers 0, tout simplement. Donc c'est très intuitif, c'est très 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 intuitif. Et quel est l'intérêt? Bah, l'intérêt c'est de dire que tout ce bazar-là, ce terme-là va dégager, parce que ce truc-là va tendre vers 0 lorsque n va tendre vers l'infini. Et donc, puisque ça va tendre vers 0, il va nous rester ça, et ça c'est une fonction toute bête, d'accord? 1 sur 1 moins x. Ici vous avez x égale 1, c'est la valeur qui s'annule, et vous avez une hyperbole. Et surtout vous avez une fonction très identifiable. Donc ça veut dire que ce truc-là, on peut le faire tendre à l'infini, à la condition qu'on a ça. Donc je répète, si valeur absolue de x est inférieure à 1, alors on a la série. Donc la différence entre une somme et une série, c'est que la série, c'est lorsqu'on fait passer n à l'infini. Donc la série des x puissance k, c'est 1 sur 1 moins x. Donc ce truc-là qui a l'air infini, ben en fait, c'est fini, et ça s'écrit comme ça. Sous réserve que x soit inférieur en valeur absolue à 1, sinon ça ne marche pas. Sinon ça fait intervenir d'autres trucs plus compliqués que vous pouvez voir sur internet, mais je ne vais pas en parler pour l'instant. Ok, donc ça pour info, c'est ce qu'on appelle la série le développement en série d'une série géométrique. On appelle ça la série géométrique. Série géométrique. Voilà, géométrique. Ou je vais mettre géo, mais ça suffira. Ok. Voilà, et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver une liaison entre une fonction qui est suffisamment régulière, c'est-à-dire suffisamment dérivable, et une série. Voilà pourquoi je vous ai introduit d'abord cette série, parce que c'est historiquement la plus facile à calculer. Et voilà. Alors, maintenant, il faut que je vous rappelle quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. On avait dit f de a plus h moins f de a, donc je vais revenir au cas général, f de x plus h moins f de x sur h, lorsque h tend vers 0, ça fait f' de x. Donc c'est comme ça qu'on a défini le nombre dérivé. Donc ça veut dire que comme c'est limite, on peut enlever la limite en disant que c'est grosso modo presque égal. Grosso modo presque égal, ça veut dire qu'ici on va avoir un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'ensuite on va pouvoir faire basculer le h de l'autre côté.
Et donc ça veut dire qu'au final, on va pouvoir donner une approximation de f de x plus h, et ça va être f de x plus h f' de x. Ok, très bien. Prenons un exemple concret avec la fonction f de x égale x carré pour que vous ayez une idée. On a dit que sa dérivée c'était 2x. Voilà. Et mettons qu'on veuille calculer l'approximation par exemple de 2 à 1 dixième, d'accord? Donc c'est-à-dire que on a pris x égale 2 et h égale 0,1. Ok? Donc ça va être approximativement égal à f de 2 plus 1 dixième fois 2 fois 2. Ou pour être plus cohérent, fois f' de 2. Voilà. Il se trouve que f' de 2, ça fait 4. D'accord? Donc ici, ça nous fait 4 plus 4 dixièmes, donc ça nous fait 4,4. Maintenant, si on fait 2,1 au carré, 2,1 au carré, si on fait l'identité en carré, ça nous fait 4 plus 4 dixièmes plus 1 centième. 4 plus 4 dixièmes, c'est exactement ça. Donc on a une approximation au centième près en faisant cette technique-là. D'accord? Et vous vous rappelez que la série, c'est lorsque on avait fait pousser le n à l'infini. Là, c'est, en fait, si vous voulez, on n'est qu'à un niveau. Donc je vais vous la faire un petit peu en accéléré ici, c'est qu'on a une formule qui s'appelle la formule de Taylor, qui dit que lorsqu'on a une fonction f qui est suffisamment régulière, on peut calculer ses dérivées successives en une certaine valeur, qu'on va appeler a, comme ceci, fois un polynôme qu'on va appeler x moins a à la puissance k sur k factoriel de k égale 0 jusqu'à l'ordre auquel on veut le faire. Et donc ça, c'est une bonne approximation de ça. Et lorsque ça marche très bien, on peut aller jusqu'à l'infini, et c'est dans ce cas-là, on appelle ça le développement en série de notre fonction, et on a ce truc-là. Le parenthèse, c'est pour dire que c'est l'ordre de la dérivation, parce qu'on a vu qu'on peut dériver, mais en fait on peut dériver autant de fois que l'on veut. Donc là, en l'occurrence, on va le faire en 0, comme ça simplifie les écritures, et on se retrouve avec ça. Et j'ai dit que c'était en l'infini, pardon, donc si on le fait en l'infini, en général, ce qu'on fait, c'est que dans ce cas-là, on n'écrit plus k, mais on écrit n à la place. Voilà, pour l'indice. Voilà, et là, vous voyez qu'on commence à se rapprocher très sérieusement de la notation qui est dans la vidéo. Vous voyez? Ok. Bon, il n'y a plus qu'un pas maintenant, c'est d'utiliser notre fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle qui est définie, c'est comme ça qu'on l'a introduite, comme étant satisfaisant l'expression f' égale f et f de 0 égale 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on va calculer ce développement en série, on va avoir f0 qui vaut 1. Bon, très bien, ça veut dire e de 0 égale 1. Très bien. Mais f' égale f, ça veut dire que ex prime, sa dérivée, c'est ex, donc ce sera tout le temps ex. Donc, puisque e de 0, ça vaut 1, e' de 0, ce sera toujours 1, donc ça veut dire qu'on aura que l'exponentielle x sera égal à la série des... Ça vaudra tout le temps 1, donc du coup, directement, x puissance n sur n factoriel de n égale à 0 jusqu'à l'infini. Et maintenant, c'est là où il va falloir être un petit peu, comment dire, d'admettre que ceci va se généraliser même si x est un nombre complexe, et en l'occurrence, si on remplace x par pi, pip ou a, et on obtient donc exactement ce que vous avez vu dans la vidéo. Pi puissance n sur factoriel n.
Alors j'ai fait d'énormes raccourcis, les puristes vont s'arracher les cheveux, mais les gens, je peux pas résumer un semestre d'université en 3 secondes, hein, sinon je fais le React pendant 10 000 ans. Donc je suis obligé de faire d'un petit peu des raccourcis. Donc encore une fois, si vous êtes étudiant, vous avez des examens, etc., cette vidéo, c'est de la rigolade, hein, on n'est pas là pour faire un cours magistral, hein, allez prendre un bouquin de fac et essayer de bosser sérieusement et arrêter YouTube. Soyons sérieux quand même. Voilà, donc là, évidemment, ce qui est marrant, c'est que en tournant le symbole sigma, ça en fait effectivement quelque chose qui peut ressembler à une sorte de pistolet ou d'arme à feu ou que sais-je. Donc c'est ça qui est marrant. Donc là, il sort des valeurs qui sont des vraies valeurs. Par contre, à chaque fois, il donne des itérations en fait. Il sort les différentes itérations. Hein, pour n et là, c'est pour n égale 22 par exemple. Et comme vous vous rappelez, je vous avais dit dans la partie 1, les puissances de i sont cycliques. Il n'y a que 4 valeurs différentes, et une fois sur deux, ça donne des valeurs réelles, et une fois sur deux, ça donne des valeurs imaginaires pures. Donc là, il a pris un cylindre. Hein, je rappelle que l'air d'un cylindre, le volume, pardon, d'un cylindre, ou je ne sais plus s'il a calculé l'air ou le volume. Bah, je vais calculer les deux pour vous rappeler. Donc, si on fait le volume du cylindre, c'est l'air de la base fois la hauteur. Donc la base, son aire, c'est pi fois le rayon au carré. Et donc, bah, s'il prend par exemple une hauteur de 8, ça fait 8 r carré. Je crois que c'est ça qu'il a pris. Si on remet un petit peu en arrière. Ouais, c'est ça. Il fait x8, et donc ça lui donne 8 fois pi r carré, donc c'est le volume du cylindre, tout simplement. Alors là, il nous écrit l'équation r moins θ EIpi égale r plus θ. Donc déjà, les r peuvent se simplifier. On peut factoriser les θ, et ça nous fait θ facteur de 1 plus EIpi. Mais EIpi, rappelez-vous, ça fait moins 1, et donc du coup, ça fait 0, tout simplement. C'est pour ça qu'après, il change les... Donc là, il revient sur la... Alors, les identités de l'air, on les avait pas évoquées la dernière fois. Donc rappelez-vous, on avait rappelé que EIθ, de façon générale, hein, c'était cos θ plus I sinus θ. Mais il faut savoir qu'il y a aussi cette identité-là, c'est que cosinus de moins θ, ça fait cosinus θ. Et je rappelle que sur le cercle géométrique, le cosinus nous renseigne sur le déplacement horizontal. Donc si on fait plus l'angle θ ou on fait moins l'angle θ, on ne change pas le déplacement horizontal. On a changé le déplacement vertical. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cosinus de plus θ ou cosinus moins θ, c'est la même valeur, c'est la valeur qu'il a. Donc ici, l'argument c'est moins θ, mais du coup ça donne quand même la même valeur pour le cosinus. En revanche, pour le sinus, c'est l'inverse, parce que là, on est à une valeur positive, quand on fait moins θ, on obtient son opposé. Donc dans ce cas-là, ça fera moins sinus θ, et donc ici on a un moins, ici. Et donc, lorsqu'on remarque ça, bah déjà, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de faire la somme des deux. Si on fait la somme des deux, les sinus vont s'éliminer, on va se retrouver avec deux cosinus, et donc on peut exhiber une formule de cosinus tout seul, qui sera donc EIθ plus E moins Iθ, j'ai dit plus, voilà, divisé par 2. Et si, à contrario, on fait la soustraction, cette fois les cosinus vont se supprimer, et ici on va se retrouver avec plus 2i sinus. Donc il faudra diviser par 2i. Et donc, d'où les formules d'Euler. Euler, si on le prononce correctement. Parce que Euler était suisse, mais suisse germanophone. Donc voilà ces formules qui étaient juste avant. En fait, parce que là, il les a.
Voilà, donc là, il nous dit cos pi plus i sinus pi, d'accord? Je rappelle que sinus pi, ça fait 0. Et après, il repasse en ei pi plus e moins i pi sur 2, donc ça c'est le cos, plus ei pi moins e moins i pi sur 2i, ça c'est le sin. Et après, comme chaque fois il y avait des ei pi, etc., il le refait, il le redécompose, etc., etc. Donc là, vous avez vu, il a fait vite fait la tangente, hein. Sinus sur cos, c'est la tangente, donc on avait vu dans la partie 1 la tangente rapidement. Donc là, il revient avec une armée de EIP. Là, carrément, ça devient des vaisseaux spatiaux. Enfin, là, c'est le délire absolu. Alors, là, c'est très intéressant parce que le tir qu'il fait, c'est pas un tir innocent. Là, je vais aller à l'essentiel, je vais tout de suite aller sur GeoGebra parce que c'est des représentations graphiques, ce serait pénible et long de le faire à la main. Mais je l'avais déjà évoqué quand j'avais donné le tableau des valeurs particulières, à savoir que tangente de pi sur 2, c'est sinus pi sur 2 qui vaut 1, divisé par cosinus pi sur 2 qui vaut 0, et donc ça explose. Donc, alors que les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions de pi périodiques, la fonction de tangente, elle est pi périodique. Et vous voyez, c'est exactement à ces formes-là qu'on a vues, si on revient un petit peu en arrière, au moment où il va tirer. Voilà, j'ai raté, encore une fois. On va essayer de le choper. Voilà. Ouais. Donc là, on est à 9. Ouais, je crois que ça. Ouais, même à 29, c'est vraiment. Voilà, là, on le voit mieux. Donc vous voyez, les courbes comme ça, c'est exactement celles qui sont là. Donc c'est bien la courbe de tangente, c'est pas des effets au hasard. Alors span de ça, donc ça c'est de l'algèbre linéaire, donc c'est du niveau supérieur. Ça veut dire simplement que l'espace quadridimensionnel, alors en physique, il est connu sous le nom de espace-temps de Minkowski, ou espace-temps tout court. Donc il considère 4 dimensions, et donc le x1, x2, x3, x4, ça représente les quatre nombres, les 4 coordonnées nécessaires pour pouvoir se représenter, se cartographier dans cet espace à 4 dimensions. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, là on revient sur les formules de l'air, et en plus on combine avec les développements en série, plus la formule de développement exponentiel. Et donc là, il s'associe pour faire un Golgoth. Voilà, et donc là, nous avons le symbole de l'intégrale. Donc on a vu tout à l'heure la dérivation, par exemple, on a vu que la dérivée de la fonction carré, sa dérivée, c'est la fonction 2x. Donc moralement, lorsque on dérive, on va descendre. D'accord? Bah, si on fait le chemin inverse, on appelle ça primitiver. On dira que le primitif de 2x par rapport à la variable x, ça sera x carré. Donc voilà ce symbole qui est un S allongé. Le sigma, c'était le S grec, et le S allongé, bah, c'est un S allongé. Voilà, donc là, il s'en sert comme une espèce de bâton pour taper le bonhomme.
Voilà, donc maintenant il lui envoie des sinusoïdes, ok. Alors, les sinusoïdes, je ne l'ai pas mentionné, mais sinus et cosinus de base sont comprises entre -1 et 1. Mais si on les multiplie par d'autres quantités, eh ben, du coup, ça augmente. Si vous multipliez un sinus par 10, par exemple, bah, ce sera compris entre -10 et 10. D'où les différences d'amplitude. Après, si à l'intérieur du sinus, vous modifiez l'argument, si au lieu de mettre sinus x, vous mettez sinus de x ou sinus de x sur 2, etc., ça va modifier les amplitudes, ça va modifier les périodes, en fait. Voilà, donc là, il fait une sorte de super Kamehameha. On retrouve notre ami IEIP. Et là, il vient le chercher. Boum. Alors, ici, c'est très intéressant. L'analogie qu'ils font, c'est que là, ils traversent le monde réel pour arriver dans le monde des imaginaires purs. Donc, dans la partie 1, je vous avais défini des nombres complexes en vous expliquant que vous avez une deuxième dimension qui intervient. D'accord? Là, vous avez les réels, 1, 2, 3, etc. Vous avez par exemple, par là, vous devez avoir racine carrée de 2. Par là, vous avez pi, et ainsi de suite. Mais on reste sur les réels. Évidemment, vous avez les négatifs, tout ça, tout ça. Ok? Et là, boum, on rajoute une dimension, i, 2i, 3i, etc. Et donc, si vous êtes un nombre réel, vous restez que sur la droite qui est là. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Ça, c'est l'axe des réels. Ça, c'est l'axe des imaginaires purs. Moins i, moins 2i, etc. Et ça, c'est le plan complexe. Par exemple, ça, c'est le nombre 1 plus i. Mais si vous êtes un nombre réel, vous êtes coincé sur l'axe horizontal. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Et là, ce qu'il fait, c'est que, eh ben, il attrape le i, et donc, du coup, il traverse, il passe du côté des imaginaires. Voilà, c'est ça que ça représente, ce truc-là. Alors là, vous voyez, il fait donc des petits délires. Racine de moins 4. Racine de moins 4, en fait, c'est i fois 4. C'est 4i. Racine de moins 6, c'est 6i. Non, d'ailleurs, je dis une bêtise. Racine de moins 4, c'est plutôt... parce que racine de moins 4, ce serait moins racine de moins 1 fois racine de 4, donc c'est 2i en fait. Ok? Voilà. Donc du coup, racine de moins 6, c'est 6, racine de 6 fois i. Voilà. Donc ça tombe pas forcément juste. Voilà, il y en a d'autres comme ça, racine de moins 15 et ainsi de suite. Et c'est pour ça aussi que ça fait des branches comme des racines d'un arbre en fait, parce que c'est que des racines carrées. Et comme c'est que des racines carrées de nombres négatifs, c'est des imaginaires purs. Et comme lui, EIP, ce n'est pas un imaginaire pur, EIP, c'est un réel. Rappelez-vous, EIP, c'est la rotation de pi. Donc, il est là, EIP. Il est bien sur l'axe des réels. Sauf qu'une fois que vous êtes là, par exemple en moins 2i, ben, vous pouvez tout à fait prendre une parallèle à l'axe des réels. Et c'est ce qu'il fait, en fait. C'est pour ça qu'il peut se déplacer comme ça. Il prend des multiples de EIP à l'endroit où il était. Alors, je n'ai pas vu exactement à quel niveau il était, mais voilà. Et là, il a réussi à choper un i, donc qui lui a permis de ressortir, de repasser au-dessus.
Alors, là, il y a une petite nouveauté qui a été introduite, c'est la fonction gamma. Alors là, c'est bon, c'est un peu hardcore, la fonction gamma, c'est une fonction, c'est coton. C'est coton. J'ai pas spécialement le temps de vous expliquer ça ici. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une explication sur la fonction gamma, parce que là, c'est pas un truc que je vais faire en vrac comme ça. C'est une fonction, ce qu'on appelle une fonction spéciale. Voilà. C'est pas ultra dur non plus, mais c'est un peu chiant à introduire, donc là, je le ferai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais si vous voulez, la fonction gamma, c'est une généralisation de la factorielle sur les nombres réels. Alors, ça, ce sont les symboles grecs, zeta à droite et phi à gauche. Phi, ça représente souvent le nombre d'or. Je parle pas trop là-dessus parce que quand je ferai le réac de animation versus géométrie, phi en aura tire larigot, donc j'en dis pas plus là-dessus. Et les zeta, ils interviennent dans la fonction de Riemann qui compte la proportion de nombres premiers. Là, il y a un petit delta. Bon, ça, le petit delta, il veut rien dire en soi, hein. Des deltas, ça peut être plein de choses. Ça, c'est Aleph qu'on voit derrière, c'est une lettre hébraïque, qui correspond au cardinal de l'infini. Donc, l'ensemble des entiers naturels, donc tous les nombres que vous savez compter avec les doigts, par exemple, l'infini des nombres entiers naturels correspond à ce qu'on appelle Aleph 0. Et l'infini des nombres réels, c'est pas la même catégorie d'infini, c'est une infinie plus grande qu'on appelle Aleph 1. Alors moi, ce que je dis à mes élèves en général, c'est je dis que les dénombrables, vous imaginez que c'est des grains de sable. Prenez tous les grains de sable du Sahara, c'est une sorte d'infini, mais au final, quand même, vous pourriez les égrener un par un, même si ça vous prendrait l'éternité. Voilà. Donc ça, c'est l'infini Aleph 0. Et l'infini Aleph 1, donc l'infini qu'on appelle aussi la puissance du continu, bah, ce serait un petit peu comme si vous cherchiez à compter les molécules d'eau dans l'océan Pacifique. C'est impossible. Donc c'est cet infini qui est continu puisqu'elles sont collées entre elles. Alors après, je ne suis pas un spécialiste de la chimie et compagnie, donc venez pas dans les commentaires me dire que oui, c'est pas tout à fait vrai. Ce sont des analogies, d'accord? C'est pour aider à comprendre que voilà, l'infini qui s'égrène, c'est un peu comme du sucre ou du sel que vous mettez dans de l'eau, ça se dilue. Alors que l'infini continu, ben justement, truc. L'infini continu, il absorbe l'infini discontinu parce qu'il est beaucoup plus important. Voilà, c'est ça qui est caché derrière. Et c'est la fin. Voilà. Bon, bah écoutez, je trouve que cette animation est extrêmement bien faite. C'est du travail absolument remarquable. Et soyons clairs, les critiques que j'ai faites sont juste parce que tout le monde a dit que c'était génial et que voilà, je veux juste rappeler que on peut encore améliorer dans le sens où, au niveau des animations, non, c'est parfait pour moi, mais au niveau de la chronologie des concepts mathématiques, si on veut que les gens ils aient une lecture éducative et pas juste marrer, parce que on peut regarder ça, d'ailleurs, apparemment, le mec qui a fait ça n'a pas spécialement des compétences en maths, je veux dire le Alex Baker, hein, les gens de son équipe, évidemment, ils ont l'air très très chauds en maths, euh, et donc voilà, donc on peut tout à fait apprécier ça, même si on n'est pas spécialement bon en maths. Après, le truc, c'est qu'évidemment, c'est encore que, moi je trouve que c'est un outil pédagogique extrêmement puissant. Je pense qu'il y a énormément de gens, pardon, lapsus révélateur, qui se sont dit mais les maths c'est cool en fait, ça peut être fun. Parce qu'en plus, je serais très curieux de savoir quels sont les logiciels qui ont été utilisés, peut-être un peu de Manim, mais pas trop finalement. Je sais pas du tout quels technos ont été utilisés derrière pour faire ces animations, parce qu'il y a énormément de calculs mathématiques. Enfin, je veux dire, c'est du travail de pur orfèvre. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, voilà, Sui Blue and Brown, le créateur de Manim, qui dit ben, c'est génial. Voilà. Donc ça a été validé par le GOAT des maths sur Internet. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si vous êtes chaud pour que je fasse Animation versus Géométrie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, dans la description, vous avez un lien pour remplir le petit formulaire de contact pour qu'on puisse aller plus loin.